Chers élèves, bonjour, ravi de vous rencontrer pour discuter aujourd'hui la deuxième séquence du chapitre 1 de la partie 4. Alors ce chapitre, comme nous avons déjà étudié la séquence dernière qui s'appelle le développement, on a étudié la première séquence qui concerne les deux notions, croissance et développement. Chaque notion, on a étudié à part et on a expliqué à part. On a parlé de la définition de la croissance, on a mesuré la croissance, on a parlé des facteurs de la croissance ainsi que les types de croissance. Puis on a parlé de la notion de développement, on a défini le développement, on a mesuré le degré du développement et on a parlé de développement et croissance, quelle relation? Et on a parlé de développement durable. Donc cette deuxième conséquence du chapitre numéro 1 est intitulée « Notion du sous-développement ». Donc on va discuter deux choses. On va étudier deux choses. La première, c'est la notion. On va cerner, on va maîtriser cette notion. Et deuxième chose, on va parler et on va discuter beaucoup plus les indicateurs de croissance économique, à savoir l'indicateur économique, l'indicateur social et l'indicateur humain. Alors cette séquence a pour compétence, premièrement, cerner la notion de développement, identifier les indicateurs de sous-développement. C'est de compétences qu'on va réaliser ensemble, qu'on va développer ensemble durant cette séquence en établissant le plan suivant. Alors premièrement, on va parler de la notion de sous-développement. On va discuter l'origine des concepts, quand est-ce qu'il est apparu. On va définir le sous-développement malgré il y a plusieurs définitions. Et on va parler de la terminologie, des formulations utilisées par certains organismes internationaux, certains organismes internationaux, certains économistes qui ne veulent pas utiliser l'expression pays sous-développé, mais qui veulent utiliser pays tiers-monde, pays en voie de développement, pays en développement, pays du Sud, pays en retard, pays les moins avancés. Donc il y a plusieurs formulations, plusieurs terminologies utilisées pour cette expression pays sous-développé. Et deuxième élément qu'on va discuter encore, c'est les indicateurs de sous-développement. C'est-à-dire, quels sont les indicateurs qui nous disent, voilà, un pays, c'est un pays sous-développé, ou bien non. Alors, on va traiter les indicateurs économiques et les indicateurs non économiques, à savoir les indicateurs humains et sociaux. Puis, on va terminer cette séquence avec la classification des pays selon la BIRD, la Banque internationale de reconstitution et de développement, et le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement. Voilà la séquence d'aujourd'hui, en quoi consiste. Alors, premièrement, on va commencer par la notion de sous-développement. Alors, tout d'abord, cette notion de sous-développement, et qui signifie le contraire de développement, c'est tout à fait le contraire. Un pays sous-développé, c'est le contraire d'un pays développé. C'est l'opposé, en quelque sorte, du mot ou bien de la notion développement. Alors tout d'abord, l'origine de ce concept. Alors c'est un concept très récent. Il est apparu à partir des années 50. Et surtout dans les travaux de pas mal, en quelque sorte, d'économistes, dans les travaux de François Pirault, les travaux de Reinhard Nurks, les travaux de Samir Amin, et ainsi de suite. Ce concept, vraiment, exprime une réalité. Cette réalité qui montre le déséquilibre mondial entre deux mondes. Un monde riche et qui est minoritaire, et un monde pauvre et qui est majoritaire. Le sous-développement, comme pas mal d'économistes ont défini, c'est une situation de blocage, de développement,
Donc la situation de blocage de développement, c'est-à-dire que le développement est bloqué. Soit il y a ce blocage au niveau économique, soit qu'il y ait un blocage au niveau social, soit qu'il y ait un blocage au niveau humain. Alors, ce blocage-là de développement, et qui se traduit par la non-satisfaction des besoins fondamentaux de la société, tels que la nutrition. Il y a pas mal de pays, en quelque sorte, qui ont des difficultés pour nourrir toute la population confortablement. Il y a problème d'éducation. Il y a une grande majorité de la population, surtout dans les pays pauvres, qui n'ont pas l'accès à l'éducation. Ils n'ont pas l'accès aux soins de la santé. Et ce sont des populations qui ne disposent pas de logement. Voilà le blocage. Qu'est-ce qu'il a donné en fin de compte? Lorsqu'il y a un blocage, lorsqu'il y a des problèmes au niveau économique, au niveau social et au niveau humain, voilà le résultat que nous avons de ce blocage. C'est une définition que j'ai inspirée beaucoup plus de l'analyse de François Perrault, l'économiste français, qui a mis l'accent beaucoup plus sur cette notion. Voilà en quoi consiste le sous-développement, en bref. Le sous-développement, comme j'ai déjà dit, c'est une situation de blocage. Mais quand même, c'est un état multidimensionnel et complexe. Donc ce n'est pas facile à cerner tout de suite. Parce que même des économistes qui ne sont pas d'accord sur l'appellation, est-ce qu'on dit pays sous-développé, pays en voie de développement, pays en développement, pays en retard. Donc il y a pas mal d'expressions et de formulations, même chez les économistes. C'est pour cela que je dis, c'est un état multidimensionnel et très complexe. Mais quand même, cette notion se caractérise par, bien cette situation se caractérise par, sur le plan économique, par un degré de pauvreté élevé, par des structures de production dépendantes et peu performantes. Donc généralement, les structures économiques des pays sous-développés dépendent en une relation très forte avec celles des pays développés. Ils sont peu performantes. C'est des structures qui ne réalisent pas assez de richesses à long terme. Sur le plan social, par des fortes inégalités des couches de la société ou bien des classes de la société. C'est une forte concentration des richesses entre les mains d'une minorité, mais la majorité dans les pays sous-développés ne dispose pas de cette richesse. Voilà, sur le plan social, l'inégalité qui se manifeste fortement entre les classes de la société. Sur le plan humain, par la non-valorisation, on donne plus de valeur concernant les ressources humaines. Donc les ressources humaines dans les pays sous-développés ne coûtent rien. Ils coûtent moins cher que les pays développés. Dans les pays sous-développés, l'homme, on n'a pas investi beaucoup plus sur l'homme. On n'a pas investi sur nos ressources humaines pour qu'on puisse démarrer le développement et décoller au niveau économique et social et humain. On marginalise notre population, on marginalise les ressources humaines. Large catégorie de la population de les pays sous-développés, ce sont des populations pauvres et qui n'ont pas l'accès aux services de base, tels que l'éducation, tels que le potable. Voilà en général les plans économiques, sociaux et humains. Lorsqu'il y a un blocage dans ces plans-là, voilà les résultats qu'on trouve à la fin. Alors, comme j'ai dit au départ, l'expression sous-développement, donc il y a pas mal d'économistes, pas mal d'organismes internationaux qui utilisent d'autres et qui formulent d'autres expressions pour désigner toujours cette réalité. C'est une simulation, en quelque sorte, de la notion de sous-développement. Ce sont des expressions similaires, ce sont des expressions qui signifient la même chose. Mais quand même, il faut les connaître, il faut les savoir. Première expression, c'est le tiers-monde. Cette notion, elle est en quelque sorte nommée par un économiste, un démographe et un statisticien français qui s'appelle Alfred Sauvé.
Ce monsieur qui a lancé dans les années 50, dans ses travaux, cette notion de tiers-monde. Parce que pour lui, le monde il est constitué de deux systèmes, un système capitaliste et un système socialiste, un monde capitaliste et un monde socialiste. Le troisième monde, ni capitaliste ni socialiste, lui, il a nommé tiers-monde. C'est une troisième voie, c'est une troisième voie pour cet économiste et qui s'appelle le tiers-monde, parce qu'il y a pas mal de pays. Ils n'ont ni capitaliste ni socialiste. Donc Alfred Sauvé il a trouvé facilement cette expression pour dire c'est un tiers-monde. Deuxième expression lancée par pas mal encore des économistes, c'est à savoir les pays sud. Alors les pays pauvres, les pays sous-développés, généralement se trouvent dans la partie sud de la planète, géographiquement parlant. Ils se situent dans le sud de la planète, tel que par exemple le continent africain, tel que le sud de l'Amérique, malgré cette notion est trop critiquée par certains économistes en disant que la Nouvelle-Zélande et l'Australie, ce sont des pays qui se trouvent dans le sud, mais ils sont très développés. Quatrième expression, quatrième formulation de certains économistes, ou bien de certaines institutions, telles que par exemple la Banque mondiale, la BURD, il a lancé pays en développement pour remplacer les pays sous-développés. C'est une expression qui désigne un groupe de pays dont le processus de développement est amorcé, c'est-à-dire juste apparaît. Même si ces pays restent sous-développés, si on les compare avec les pays industrialisés, c'est-à-dire les pays du centre, comme dit Samir Amin. Ce terme a remplacé, bien sûr, comme j'ai déjà dit, le terme sous-développé. Voilà, troisième expression qui signifie le sous-développement. Autre expression encore, pays en voie de développement. C'est une expression qui qualifie la situation économique, qui donne une qualification à une situation économique d'un pays. Et généralement, c'est un pays qui n'a en quelque sorte peu de décollage, qui n'a connu qu'un peu de décollage au niveau économique. Pays moins avancés, ce sont les pays très en retard. Et ce sont des pays qui se trouvent dans le continent, généralement africain. Ce sont des pays qui sont plus défavorisés dans la planète. Ce sont des pays qui se caractérisent par un faible niveau de PIB, un taux d'alphabétisation inférieur à 20%, c'est-à-dire 20% qui savent lire et écrire au niveau de ces populations-là, qui disent, ou bien qui est nommé pays moins avancé, un très faible poids du secteur industriel, donc c'est le secteur agricole qui domine, alors il y a un petit peu de l'industrialisation dans ces pays-là, et des perspectives de développement très limitées. Donc les perspectives des évolutions vers le développement, le changement vers le développement, ce sont des changements très limités, très en retard. Voilà, concernant les pays moins avancés. Deuxième point qu'on va traiter ensemble aujourd'hui, chers élèves, c'est les indicateurs du sous-développement. Alors, quels sont les éléments, quels sont les indices, quels sont les indicateurs qui nous permettent de dire ce pays, c'est un pays sous-développé ou non? Alors, parmi ces critères, on trouve premièrement les indicateurs économiques. Parmi ces indicateurs, essentiellement, le bas revenu par tête, un revenu très bas. Et on va voir par la suite la classification de la BURD. Donc, un revenu inférieur, un revenu faible de PIB par habitant de chaque personne de la société permet, lorsqu'il est faible, il permet de dire que c'est un pays sous-développé. Deuxième indicateur économique toujours, les exportations portent sur les biens et services ayant moins de valeur ajoutée. Alors, généralement, les pays sous-développés, les pays du tiers-monde exportent des biens et services ayant moins de valeur ajoutée. C'est-à-dire généralement des matières premières, des produits agricoles et des produits qui n'ont pas de valeur ajoutée vers le reste du monde, à savoir les pays industrialisés. Et importent en contrepartie des biens et services ayant plus de valeur ajoutée. On exporte dans les pays sous-développés, les pays du tiers-monde, on exporte des biens et services moins de valeur ajoutée et on importe beaucoup plus des biens et services qui coûtent cher, ayant plus
de valeur ajoutée. Ce qui donne comme résultat un solde commercial déficitaire. Et c'est un solde qui est devenu dans les pays sous-développés un solde structurel déficitaire. C'est-à-dire dans les structures même de nos exportations, et de nos importations, c'est un solde déficitaire et qui s'aggrave d'année en année. Autre critère encore, le secteur agricole emploie la majorité de la main-d'œuvre. Lorsqu'on trouve dans un pays une grande partie de la population active et qui travaille beaucoup plus dans le secteur agricole, à peu près 50%, plus que 50% parfois, qui travaillent dans le secteur agricole, on dit que c'est un pays sous-développé. Autre critère encore, le dualisme économique. Dans les pays du tiers-monde, toujours, il y a deux secteurs antagonistes, deux secteurs juxtaposés. L'un qui est moderne et l'autre qui est traditionnel. Le traditionnel, généralement, c'est un secteur vivrière et le moderne, c'est un secteur qui est destiné vers l'exportation. Autre critère, la plus grande partie des dépenses est consacrée à la nourriture et aux besoins de première nécessité. C'est-à-dire, si je prends le budget de chaque personne, de chaque citoyen dans un pays sous-développé, alors je trouve exactement le budget consacré, bien la part de ce budget consacré à la nourriture, à l'alimentation, c'est une grande part. Au Maroc, il dépasse les 41 et les 42%. Dans certains pays africains, il dépasse les 60%, seulement, rien que pour l'alimentation. Voilà. Il reste seulement 40% pour les autres produits, à savoir la santé, à savoir l'éducation, à savoir le transport, les divers, etc. Donc, une grande partie est destinée pour la consommation, c'est-à-dire des produits alimentaires de première nécessité. Et deuxième ou bien dernier élément du critère économique, c'est l'épargne est inexistante pour la grande majorité de la population. Dans les pays du tiers-monde, des pays sous-développés, les pays en retard, la grande partie des citoyens, même s'ils sont salariés, s'ils sont fonctionnaires, ils n'épargnent pas. Automatiquement, l'épargne devient faible. Et lorsque l'épargne est faible, alors l'investissement sera faible. Et si l'investissement est faible, dans ce cas-là, on se trouve avec une croissance économique très très faible, comme il a expliqué Reinhard Nurks dans son cercle vicieux de la pauvreté qu'on va voir par la suite. Les deuxièmes critères que nous avons, ce sont les critères ou bien les indicateurs non économiques. Premièrement, les indicateurs sociaux, qui concernent le côté social. L'insuffisance de la couverture sociale. Il y a une grande partie de la population d'un pays sous-développé qui n'ont pas l'accès à la couverture sociale. Ils ne sont pas couverts socialement, ni médicalement. Le taux de scolarisation et d'alphabétisation est faible. Que ce soit pour les personnes ayant l'âge de scolarisation, plus de 6 ans au Maroc par exemple, moins de personnes, et l'alphabétisation est très très faible pour les personnes ayant l'âge adulte, plus de 25 ans. Population qui se caractérise par la jeunesse. Donc nous avons un taux de croissance démographique élevé. Parfois ce taux, il dépasse le taux de PIB. Et si le taux démographique de la population augmente plus que le taux de croissance économique, alors il y a un déséquilibre, il y a un écart, un déséquilibre entre la production et la population, et par la suite donne des difficultés de satisfaire les besoins primaires de la population. Faible productivité du travail. Alors la productivité, comme vous avez fait dans d'autres chapitres d'économie, d'organisation des entreprises, la productivité du travail est égale à la production divisée par le nombre d'heures multiplié par la population active. Alors ce rapport-là, il est très faible dans les pays sous-développés. Statut, position inférieure de la femme. Bien sûr, l'infériorité de la femme dans les sociétés sous-développées. Alors cette infériorité actuellement, elle est mesurée par un indice qui s'appelle l'indice de participation des femmes. Au niveau de la gouvernance, on trouve peu de femmes qui gouvernent. Au niveau du Parlement, on trouve peu de femmes qui ont membres de Parlement. On trouve peu de femmes, en quelque sorte, dans ce qu'on appelle le gouvernement. Il y a peu de femmes.
Dans les grandes boîtes, dans les grandes entreprises, on trouve peu de femmes qui sont responsables. Alors, il y a un taux de participation des femmes très, très inférieur. Et ça s'explique par le retard au niveau social qu'on a. Le dernier critère, bien le dernier indicateur, ce sont les indicateurs humains et qui touchent l'homme du pays sous-développé. Principalement, le degré de pauvreté élevé. Alors, une fois on trouve un taux de pauvreté élevé, on dit que c'est un pays sous-développé. Comme par exemple au Maroc, selon le HCP en 2014, ce taux est égal à 4,8% de la population qui est pauvre. 4,8% de la population totale marocaine est pauvre, selon les statistiques lancées par le HCP en 2014. La grande partie de la population vit dans la précarité, c'est-à-dire pas mal de personnes, pas mal de classes en quelque sorte de la société qui vit dans la précarité, qui vit dans des difficultés de logement, de santé, d'éducation, de transport, etc. C'est la vie, la précarité, la vulnérabilité en quelque sorte des classes sociales. La faiblesse de l'espérance de vie. Dans certains pays africains, il ne dépasse pas 45 ans, il ne dépasse pas 50 ans. Au Maroc, voilà, nous sommes heureux en quelque sorte, mais nous voulons le plus, c'est 76 ans au Maroc l'espérance de vie. Elle est améliorée beaucoup plus, mais nous sommes en retard au niveau économique et au niveau social. Et on va parler par la suite du fameux IDH qui va mettre l'accent sur ce problème. Le taux de la mortalité infantile élevé dans les pays sous-développés est très élevé. 13,56 pour 1000 naissances vivantes en 2018 au Maroc, voilà. La classification des pays par la BIRD et par le programme des Nations Unies pour le développement. Donc, des critères lancés par la BIRD, la Banque internationale de reconstruction et de développement. Donc, cette Banque mondiale répartit les économies du monde en 4 groupes. Les groupes ayant faible revenu, les groupes ayant revenu intermédiaire de la tranche inférieure et des groupes de pays ayant revenu intermédiaire de la tranche supérieure et des pays ayant un revenu élevé, et surtout les pays industrialisés, les pays du centre, comme dit Samir Amin. Cette classification est actualisée chaque année le 1er juillet. Il repose sur le RNB par habitant. L'agrégat que vous avez fait au niveau du chapitre des agrégats économiques de la comptabilité nationale, le revenu national brut, qui est égal au produit national brut. Alors, cette banque, cette institution financière, il repose, pour faire ce classement, cette classification, il repose sur le RNB par habitant, c'est-à-dire le revenu national brut par habitant. Voilà un exemple en 2020 et en 2019. Je répète que chaque année, le 1er juillet, la Banque mondiale révise en quelque sorte les revenus. Alors, des pays qui ont un faible revenu se trouvent entre inférieur à 1036 $ par personne. Revenu intermédiaire, tranche inférieure, entre 1036 et 4045 selon les statistiques de 2020 de cette banque. Donc un pays avec un revenu par habitant entre 1036 et 4045, c'est un pays à revenu intermédiaire, tranche inférieure. Pour les pays à revenu intermédiaire, tranche supérieure, il se situe entre 4046 $ et 12 535 $. Et le revenu élevé, c'est supérieur à 12 535 $ par personne. N'oublie pas que le Maroc se situe dans le revenu intermédiaire, tranche inférieure, avec un revenu national brut par habitant qui ne dépasse pas 3 190 $ par personne, selon les statistiques, en quelque sorte toujours, de la Banque mondiale. Selon le PNUD maintenant, le programme des Nations Unies pour le développement, c'est un indice, comme j'ai déjà dit auparavant dans la séquence passée, c'est un indice annuel, c'est un indice synthétique, c'est un indice multidimensionnel, parce qu'il comprend, en plus de PIB par habitant, il comprend l'espérance de vie à la naissance, en année. Il comprend le niveau d'études lui-même composé de la durée de scolarisation des adultes âgés plus de 25 ans et la durée de scolarisation espérée pour les enfants d'âge scolaire en année. Au Maroc, c'est 6 ans. Plus l'indice est élevé, plus la population du pays jouit
d'un bien-être important et d'une meilleure qualité de vie. Donc, si cet indice, en quelque sorte, il se rapproche de 1, c'est surtout pour les pays très développés. Le Maroc est là un indice de développement moyen. Donc, il n'est pas élevé et n'est pas faible, mais il se trouve dans la tranche moyen. Donc, c'est un indice à travers lequel le PNUD fait cette classification en distinguant, voilà, 4 niveaux de l'IDH. Alors, il y a le niveau très élevé qui dépasse les 9%, pardon, 0,9%, l'indice élevé qui dépasse 0,7%, voilà, et l'indice moyen où le Maroc il se trouve dans cette tranche, et vous constatez que le Maroc il est classé 212 selon le PNUD avec 0,676. Et il y a des pays très faibles, surtout dans le continent africain, à savoir le Niger, 189 au niveau mondial, avec un indice de développement humain de 0,377. Voilà en quoi consiste la notion de développement et les indicateurs économiques, sociaux et humains de sous-développement. Maintenant, on termine la séquence avec une application. Voilà, je vous donne en quelque sorte des indicateurs qui sont mélangés, que ce soit des indicateurs économiques, sociaux et humains, et je les classe. Voilà le résultat de la classification concernant les 10 phrases que j'ai déjà données, ou bien les 10 critères que j'ai déjà donnés. Voilà, notre séance touche à sa fin. Merci de votre attention et à la séquence prochaine qu'on va étudier, Inch'Allah, les théories explicatives de sous-développement.